au sein de nos pays, souvent les partis politiques ne sont pas comme fondés, des petits, justement sur des idéologies politiques. C'est-à-dire que le parti politique pousse un peu comme des petits champignons un peu partout. Et on a l'impression que c'est devenu une sorte d'entreprise en réalité. On crée son parti pour des fonds de commerce, pour pouvoir participer à la gestion de l'État d'une manière ou d'une autre, sans que cela ne soit fondé sur un vrai projet de société. Donc sur ce plan-là, oui, si ça peut aboutir à une certaine vitalité de la vie politique, pourquoi pas, mais on constate quand même que dans l'immédiat, l'objectif c'est d'écarter tous les acteurs politiques qui peuvent. Et d'ailleurs, j'ai suivi une intervention d'un acteur politique nigérien en exil qui dit que, en fait, c'est comme si on avait une revanche de l'élite militaire sur l'élite politique. Bonsoir à tous. Vers quoi se dirige le Niger à l'issue des assises nationales pour la refondation du pays? Pour en parler, je reçois Tchambel Gimbayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Tchambel. Bonsoir, merci. Maître Bala Sissé, bonsoir Maître. Bonsoir, bonsoir. Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours, bonsoir. Bonsoir. Docteur Ben Luther Touéré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir, docteur. Bonsoir Carly. Monsieur, quel regard, avant de revenir sur le fond des résolutions, quel regard portez-vous sur ces assises-là, sur la méthode, sur le déroulé? Il y a eu pas mal de critiques, notamment sur le caractère non inclusif qui se lance. Bon, parole aux anciens. Oui, bon, il faut saluer la démarche, parce que tout compte fait, au Niger, après cette rupture, il fallait se projeter et fixer le cap. Et le cap a été réfléchi, mais dans un ensemble aussi aujourd'hui de l'AES, mais chaque pays, en fonction de ses réalités, pose un cadre. Et le Niger n'a pas manqué, en tout cas avec le général Tchani et la société civile nigérienne, voire même la diaspora, poser ce cadre dans lequel le Niger peut se retrouver pour se relancer. On passe de nouveaux départs. Donc 6 jours, c'était quand même des constatations assez claires. Brahima? Alors, moi, je crois que c'est plutôt un mode d'emploi qu'on constate dans les différents pays où il y a des coups d'État, c'est-à-dire qu'on convoque la population, on fait semblant de consulter, je dis semblant parce qu'en réalité, quand on voit les termes de référence, les thématiques qui sont retenues comparées aux résolutions qui sont prises, parfois, il y a des résolutions, on se pose la question d'où elles sont sorties, en fait, à partir de quelles thématiques on pose certaines résolutions, certaines recommandations. Donc, pour moi, en fait, c'est juste une façon de légitimer les futures décisions qui seront prises par les autorités en disant qu'elles sont issues d'une concertation populaire, tout ça. Mais au fond, on a l'impression que les résolutions étaient écrites d'avance. Même constat pour vous? Oui, je pense que lorsqu'il y a eu les assises nationales au Mali aussi, j'avais écrit à l'époque, c'était déjà dans les détails, ça c'est déjà dans les détails, l'expression qu'on pourrait dire à l'époque, dans les années 90, on emploie à la conférence nationale souveraine, les assises nationales, c'est un acte préconstituant en droit, c'est-à-dire qui permet, comme Ibrahim a dit, de légitimer, de légaliser des décisions déjà prises par les autorités de la transition. En réalité, c'est un mode d'expression qui permet de légitimer des décisions déjà. Moi, j'appelle ça la charte octroyée parce que la charte qui sera au Niger n'est rien d'autre comme la charte du Mali en 2020. C'est une charte octroyée. Donc, le peuple va juste avaler, donner son adhésion comme la pilule. Voilà, il faut... Moi, je pense que ça ne résolvera rien. La charte est déjà pré-rédigée comme vraiment les thèmes de référence. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut faire des dialogues nationaux inclusifs ou les assises nationales, les thèmes de référence ne devraient pas être sorti par les militaires. Il fallait faire une concertation nationale préalable d'abord. C'était le cas, non, avec ces assises? Il y a une commission technique quand même. Non, cette commission technique ne peut pas, ces experts ou ces commissions techniques ne peuvent pas remplacer le peuple. Moi, la question, c'est la question de la souveraineté populaire ou la question de la participation du peuple. Moi, je pense que, comme Brahima l'a dit, on n'a même pas besoin de faire un débat juridique. C'est purement un acte préparatoire politique qui va être juridico, qui va être validé par le peuple, mais en réalité, moi, ça ne changera rien. Moi, je pense qu'en réalité, la charte est déjà rédigée dans la valise du général Tchani, qui va donner au peuple nigérien qui vont avaler comme une pilule. Docteur, quand on voit un peu toute cette transition, vous avez fait référence au Mali, oui. Il y a eu des assises aussi, c'est un passage obligé pour tout régime qui s'installe après un coup d'État? C'est naturel, ça ne m'étonne pas, puisque on a des exemples un peu à gauche et à droite. Quand il y a, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a une phase de pré-transition qui s'installe. Et cette phase commence toujours par, normalement dans des pays sérieux, par une consultation d'abord un peu large et élargie.
D'accord? Une fois qu'on a consulté, donc on a recueilli les aspirations des populations, pas que du peuple, mais surtout des populations. C'est-à-dire on a examiné à la fois les questions liées au développement économique, social, l'éducation, la santé, et surtout les questions liées, par exemple, à la sécurité. Eh bien, on prend toutes ces questions-là, on les soumet donc devant une assise, ce qu'on appelle les concertations, qui sont, comme Maître Bala l'a dit, une espèce de... ça me rappelle un peu les conférences nationales souveraines, parce que n'oublions pas que ça précède en fait un acte constitutionnel, et donc c'est un véritable pouvoir constituant originaire d'un point de vue juridique. Et donc ces aspirations-là doivent faire l'objet d'un débat sérieux, entre les forces vives de la nation. Donc pour moi, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a toujours l'habitude en fait, de voir sur le continent et partout ailleurs. Très bien, on va maintenant s'intéresser aux résolutions de ces assises et prévoir notamment une prolongation jusqu'au moins en 2030 du mandat du général Tiani qui passera officiellement président de la République. Et je crois que ce mandat-là peut être, je cite les propos de ces résolutions, peut être renouvelable en fonction de la situation sécuritaire du Niger. 5 ans pour une transition, messieurs, une durée aux allures d'un quinquennat quasiment. Bon, moi je pense que je ne suis pas étonné d'un point de vue juridique parce que je pense qu'en réalité, si on regarde l'inspiration dans la sous-raison fait du droit comparé, des transitionnels, je pense que les capitaines Traoré et les présidents d'IFASO depuis le 2 juillet 2024, la charte de la transition lui donne un mandat de 5 ans. En réalité, nous ne sommes pas, je pense que beaucoup de personnes oublient juridiquement, je dis bien juridiquement, nous ne sommes pas dans des transitions, nous sommes dans des régimes militaires d'exception. Dans ces régimes militaires d'exception, en réalité, ils ont juste légalisé. Nous ne sommes plus dans les cadres de la légitimité électorale, mais de la légitimité d'adhésion. En fait, en réalité, la concertation nationale n'est rien d'autre qu'un acte qui permet de valider un mandat. Mais c'est un mandat de 5 ans qui est renouvelable parce que la charte prévoit aussi oublier. Mais qui aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il une instance nationale transitionnelle au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger qui évalue les degrés de la sécurité? Est-ce qu'à partir de quoi la mesurabilité du retour à l'ordre constitutionnel? C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas juger parti. Je pense que Tiani aura 2 mandats, 10 ans de transition, voire 15 ans même de transition, les mêmes calibres. Parce que personne aujourd'hui qui peut convoquer une corps électorale ou... C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vouloir des princes. En réalité, Tiani est parti pour un président. Mais 5 ans, c'est mentionné que c'est pour la refondation du pays. Moi, je pense que le terme de refondation, il faut que les gens fassent très attention, en fait. La refondation de l'État en droit, c'est quoi, en fait? La refondation politique, est-ce que c'est une transition? Quelle est la mission d'une transition en droit constitutionnel des transitions? La mission d'une transition n'est pas de reconstruire l'État. La transition signifie qu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel. On va mettre une nouvelle instance qui est la transition qui va nous amener à l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel. On a 3 temps. C'est 3 temps dans l'ordre politique constitutionnel. Il faut faire attention. Moi, je pense que de dire quand même que, tout comme le Mali, le Burkina Faso, les calendriers qu'on donne, même un président de 10 ans, quand je regarde les recommandations des assises nationales, qui soient du Mali ou les politiques de déclaration du Burkina Faso, du Premier ministre ou du Premier ministre même du Mali, on voit clairement que nous sommes dans un projet politique. Tiani a un projet politique de transition, c'est un régime militaire. Nous sommes dans les retours des régimes. La nostalgie dans l'espace sahélien, des dictateurs de gourmands, aujourd'hui nous sommes dans les régimes militaires que nous sommes partis pour 30 ans. Moi je ne crois pas. Même s'ils légalisent par des élections, peut-être on va faire comme les cas du Tchad, voilà, on va rester comme des bipères, ils vont faire 30 ans au pouvoir jusqu'à là. C'est les présences à vie, que ce soit Tiani, général Assimi Goïta, qui soit capitaine Traoré, c'est des présences à vie. Nous sommes partis pour 30 ans des régimes militaires dans l'espace. Oui, c'est du Pépougnot, un peu ou pas? Alors je pense qu'on avait, lorsqu'on avait une première émission sur ce sujet, avant même la fin de ce dialogue, ce que j'avais dit, c'est qu'en réalité, il y avait aussi des raisons exogènes qui expliquaient ce dialogue-là, donc compte tenu de l'appartenance du Niger à l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est ce qui fait que ce délai de 5 ans n'est pas surprenant en réalité, comme Bala l'a dit, on l'a vu au Burkina, et d'ailleurs au Mali, suite au dialogue intermalien, il y a une fourchette aussi qui a été proposée, même si jusqu'ici, il n'y a pas un décret qui va dans ce sens-là. Donc, en réalité, c'était connu d'avance qu'on allait vers une prolongation de la transition, tout ça. Et on parle de 5 ans, mais on oublie qu'on a déjà fait 18 mois en réalité. Et c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que vaut alors ces 18 mois qui ont été exécutés? Dans quelle période on se retrouvait? C'était une pré-transition. C'était juste une pré-transition. Quelle est la valeur juridique de tout ça? Qui fait... C'est une valeur... Sans vide juridique, c'est
c'est une période en fait anormale, que l'on peut, enfin, juridiquement on peut qualifier de période anormale. Mais moi j'aimerais bien en fait revenir un peu sur sur la première question. D'abord, il faut peut-être éclairer à ceux qui nous suivent qu'une transition, c'est un processus en fait qui permet qu'il y ait un passage d'un régime non démocratique à un régime démocratique. Et la mise en œuvre, la mise en place d'une transition obéit parfois à des conditions très différentes en fonction des contextes. D'accord ? Et donc, lorsque on veut mettre en place une transition, eh bien, on se projette dans l'ancien régime démocratique, on regarde ce qui n'a pas marché, les questions de développement économique, social, santé, éducation, sécurité, etc. Et donc, l'ensemble de ces éléments conditionne en fait la durée de la transition. D'accord ? Et surtout lorsqu'elle est militaire, la junte militaire souvent négocie d'abord son immunité juridictionnelle. On reviendra sur cette question. De pouvoir donner la main à un pouvoir. Mais monsieur, ce que vous dites est assez intéressant. Donc, on a donné une période de transition de 5 ans. Les autorités nigériennes nous disent qu'il faut refonder le pays. Donc, ici, sur ce plateau, selon vous, une transition ne sert pas à ça. Il faut aller aux élections. Non, il ne faut pas. Non, 5 ans, pour moi, c'est un délai raisonnable. 5 ans, c'est un délai raisonnable pour vous. 5 ans, juridiquement, pour moi, c'est justifié à partir du moment où il y a des raisons évidentes de sécurité ou des éléments que je viens de citer. Pour prendre juste un exemple, dans mon pays, le pays dont je suis originaire, le Congo-Brazzaville, a connu une transition de 5 ans, de 1997 à 2002. Parce que nous sortions d'une guerre civile, donc l'État n'existait plus, il y avait une hémiplégie des institutions, il fallait donc faire table rase de tout, et c'est d'ailleurs, je crois que c'est à raison qu'au Niger, on emploie peut-être l'expression refondation, même si on essaie de jouer avec des mots, refondation qui ne signifie pas forcément transition. Donc c'est à dessein, Ça laisse entendre qu'il y a des... Les juristes doivent comprendre que la transition, on l'a évoqué, on l'a répété plusieurs fois, c'est à géométrie variable, c'est des contextes aussi. C'est une période qui sépare deux régimes. C'est une période d'exception. L'exception confirme la règle et les juristes ils sont mieux placés en tout cas pour le déterminer. Dans le cas du Niger et ce cas précis, nous sommes quand même dans un ensemble. Moi, je crois qu'on va vers une harmonisation. On ne peut pas faire économie d'une harmonisation institutionnelle avec ces trois pays-là. Le cadre interne existe pour chaque pays. Le Niger est plus économiquement impacté par une crise. L'État a dégraissé le mammouth jusqu'à 40% et la gestion était une gestion rigoureuse. Et ce n'est pas sans impact sur la vie des citoyens lambda, des citoyens nigériens. Et ça, il va falloir qu'à un moment donné, que le peuple se prononce, et se lance, donne des défis. Par exemple, la lutte contre la corruption est une règle. Maintenant, même si je regrette la disparition des partis politiques, la suppression des partis politiques. Oui, clairement. 172 partis politiques ont été dissous. En écoutant les trois personnes, Ibrahima, en écoutant Ben, en écoutant Chambel, j'ai quelque chose en fait qui me revient dans la tête. Quand Chambel parle de l'harmonisation entre les trois, c'était une idée que j'avais dit. Il y a l'impossible, dans ce cas, Chambel, vraiment, est-il possible de croire toujours quand Birima Traoré, le capitaine Traoré se donne 5 ans et que Tchani se donne 5 ans, la même période. C'est-à-dire que Tchani va commencer son 5 ans en 2025, Ibrahim a commencé en juillet. Donc en réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, le Mali, c'est là qu'Ibrahim, lorsque nous avons discuté aussi que le Mali, il y a une prolongation de la transition, c'est-à-dire qu'en réalité, 2025, il ne faut pas croire qu'il y aura élection au Mali jusqu'à... C'est-à-dire que si on va parler de l'harmonisation, cher Chambel, cela signifie qu'en réalité, il n'y a pas possibilité d'organiser les élections au Mali. Autrement dit, c'est-à-dire qu'en réalité... Non, là j'évoque une idée, une raison. Alors la question du balance, c'est assez intéressant. On va donner la parole à Birima qui n'a pas pu terminer. En réalité, ces trois pays, ils ont dans un même poumon, ils ont intérêt d'organiser les élections à la même période successivement. C'est-à-dire, je répète ici,
sauf les naïfs, vont croire qu'il y aura une élection au Mali en 2025. Au Mali, il n'y aura pas une élection au Mali en 2025. Tant que le Burkina Faso et le Mali n'organisent pas des élections, plus le Niger, ils sont ensemble. C'est un même pays aujourd'hui. L'AES n'est rien d'autre que c'est un État fédéral. Il faut assumer. Nous ne sommes pas dans une confédération, nous sommes dans une constitution. Nous sommes dans la constitution de la fédération. Nous sommes dans un fédéralisme qui ne dit pas un fédéralisme de fait. Je terminerai par ça en disant qu'en réalité, dans le gouverneur, le président de l'État fédéral de l'État d'Israël, c'est le président. C'était une présence tournante pour le moment. C'est le Mali. Donc en réalité, moi je ne crois pas à une organisation des élections dans l'espace sahélien jusqu'en 2030 dans ces 3 pays. Brahima, est-ce que comme Tchambel ou Balad vient de le dire, ces 3 pays ont des liés sur la question électorale? En tout cas, de façon conjoncturelle, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que les 3 pays essayent d'harmoniser leurs agendas sur les plans institutionnels, politiques, diplomatiques, tout ça on a vu. Hein. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, ce week-end-là, il y a une réunion ministérielle. Avec le drapeau de l'AES qui est sorti. Avec le drapeau de l'AES. Donc voilà, on voit que dans différents aspects, on essaie d'harmoniser les actions. Maintenant, par rapport au délai de 5 ans. En réalité, bon, 5 ans, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce contenu? C'est quoi le contenu? Parce qu'en réalité, c'est ça qui pose problème. Sinon, je crois qu'au sein des différentes opinions du pays de l'AES, il est clair que la priorité n'est pas les élections. Quand on écoute les populations, il y a beaucoup qui vous disent que bon, les élections, on en a fait plusieurs fois. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça, c'est une réalité. Mais une transition de 5 ans, on parle de refondation. En termes d'analyse des discours, qu'est-ce qu'on refonde? Ce qui est à refaire, ce qui est mauvais, et souvent, c'est des processus. En fait, les éléments de langage qu'on emploie, ce n'est pas des choses qu'on décrète. Quand on dit, bon, la transition va durer jusqu'à ce qu'on retrouve l'unité nationale, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. On ne peut pas dire qu'on retrouve l'unité nationale l'année prochaine, on retrouve l'unité nationale au mois de juin. C'est des expressions qu'on emploie, c'est tout un processus dans la vie d'une nation. Donc ça fait que, finalement, on peut tomber dans son propre piège en réalité. En fait, les autorités, c'est ce qu'il faut comprendre. Les éléments de langage qu'on vend à la population, c'est des processus, on ne peut pas les décréter en réalité. Donc, je pense qu'une transition de 5 ans, si cela correspond aux aspirations profondes de la population, pourquoi pas, mais compte tenu des expressions ou des missions, des recommandations qui sont issues de ce dialogue-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre en 5 ans. Il nous reste 10 minutes, mais on va essayer de raccourcir nos prises de parole. Est-ce que cette refondation passe aussi par la dissolution des partis politiques? Tchambel? Oui, on l'a évoqué. Moi, je regrette cet aspect de la question et cette immixtion parce qu'on ne peut pas faire de prospection, on ne peut pas construire une nation sans les partis politiques. Et vouloir imposer cet agenda-là, moi je trouve que la nature fait déjà sa sélection. Et raccourcir ce délai-là et vouloir sanctionner les partis politiques, les rendre responsables. Cette vision, on la voit un peu partout dans les pays de l'AES, c'est les rendre responsables de l'échec. L'échec, autant le bilan, autant toutes les parties de la société sont comptables de ces bilans-là. Donc il va falloir, s'il faut défendre la lutte contre la corruption, s'il faut défendre la restructuration, la refonte de l'État, s'il faut défendre l'harmonisation des institutions pour progresser, il va falloir quand même trouver que les partis politiques, on laisse la nature faire sa sélection. Le temps en soi, les acteurs de 60 ne seront pas ceux de 80, ceux de 80 ne sont pas ceux de 2000. Donc la nature en elle-même fait ce choix-là, mais les indexer peut être contre-productif. C'est ma position, c'est ma vision en la matière, et surtout qu'on ne décrète pas ses adversaires en politique. Et donc ça c'est un vrai problème démocratique aussi, enfin juridique, où on s'en fiche un peu des valeurs. Bon, c'est un problème, oui, c'est un problème démocratique, mais il faut quand même rappeler que parmi les recommandations qui ont été émises à l'issue de ces assises, il y a quand même une volonté de mettre en place aussi le pluralisme politique, au-delà du fait qu'on va dissoudre, puisqu'on parle de refondation. Refondation, ça veut dire on dissout tout. On fait tabula rasa de tout, et puis voilà, on part sur un nouvel ordre politique. Je pense que l'idée, c'est plutôt dans ce sens-là. On veut, puisque les partis politiques existants, ont peut-être fait l'objet d'un certain nombre de faits liés à la corruption, etc., etc. On veut tout changer pour donner peut-être un nouveau souffle à la politique. Donc le désamour entre le parti politique et l'opinion publique se justifie avec cette dissolution, Brahima? Oui, en réalité, ça, il faut reconnaître, les partis politiques aujourd'hui dans l'espace AES n'ont pas le vent en poupe. Ça, c'est une réalité qu'on a constatée au Mali également. Mais de là à aller dissoudre tous les partis, je pense que c'est un peu poussé quand même si on fait une contre-proposition, parce qu'il y a une contre-proposition qui est faite, c'est-à-dire de réduire les partis à 2 ou 3. Ça aussi, bon, d'une certaine mesure, oui, parce qu'on constate que
au sein de nos pays, souvent les partis politiques ne sont pas comme fondés, des petits, ne sont pas fondés justement sur des idéologies politiques. C'est-à-dire que bon, le parti politique pousse un peu comme des petits champignons un peu partout, et on a l'impression que c'est devenu une sorte d'entreprise. En réalité, on crée son parti pour des fonds de commerce pour pouvoir participer à la gestion de l'État d'une manière ou d'une autre, sans que cela ne soit fondé sur un vrai projet de société. Donc sur ce plan-là, oui, si ça peut aboutir à une certaine vitalité de la vie politique, pourquoi pas, mais on constate quand même que dans l'immédiat, l'objectif c'est d'écarter tous les acteurs politiques qui peuvent. Et d'ailleurs, j'ai suivi une intervention d'un acteur politique nigérien en exil qui dit que, en fait, c'est comme si on avait une revanche de l'élite militaire sur l'élite politique, ce qui était le contraire des années 90, comme on parlait en début d'émission, lors des conférences nationales souveraines. Maintenant, pour terminer, on constate quand même que ce n'est pas une première dans l'histoire politique nigérienne, c'est-à-dire cette prolongation. Souvenez-vous du président Tandja, à la fin de son mandat, ce qu'on appelait les Tazartiers, la prolongation à Oussa. Donc ça fait que, bon, c'est quand même une certaine répétition qu'on constate dans ce pays, quoi. Quid de Mohamed Bazoum? Bazoum toujours emprisonné. Est toujours en prison. Et moi, je crois que ce dossier, quand même, doit être maintenant judiciarisé. On ne peut pas continuer dans cette expectative-là, mais pour même les institutions, pour le respect. S'il constituait demain, hier, il n'a pas encore démissionné. Aujourd'hui, il y a des considérations juridiques, politico-juridiques. C'est vrai que le général Tchani a Moi, je pense que... le général Tchani parlait de nouveau départ, mais l'autre parlait à la clôture de stratégie. Entre la stratégie et le nouveau départ, il n'y a que de flot de résolution. Moi, je pense que la démission... Moi, j'ai une question juste à poser ici, peut-être c'est ceux qui nous regardent. Qui a lu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta? Est-ce que sa démission, qui a sa démission, la lettre officielle de la démission du président IBK? Il a fait une déclaration. Oui, c'est la déclaration. Oui, on va revenir. La démission en droit, c'est un acte volontaire par lequel une personne renonce à une fonction ou à un mandat. Mais lorsque la démission sous la contrainte n'est pas une démission, c'est la destitution. Le président Ibeka, je dis bien, n'a pas démissionné. Juridiquement, il a été destitué de ses fonctions. De la même manière au Niger, Bazoum, il faut arrêter de nous croire, la démission de Bazoum n'a aucun portée juridique. Bazoum a été destitué, il faut arrêter de croire sa démission. Sauf d'attendre. La destitution reprend une procédure bien précise. Non, le coup d'État est une destitution du président. Ça n'a rien à voir avec la décision de la haute cour pour haute trahison. Mais souvent, on demande au chef d'État de signer même les démissions. C'était le cas un peu partout. Qui a rédigé sur la cour? Vous avez une fusil, on vous dit de démissionner. La contrainte d'un droit est politique. Je pense que pour enchérir et m'aligner sur la position de Maître Bala, il faut se poser juste une question simple. Qu'est-ce qui se passe après un coup d'État? Il y a un renversement d'un ordre démocratique. C'est-à-dire, on est juridiquement dans un état de fait. Dans un état de fait, c'est-à-dire que juridiquement, les institutions n'existaient plus. La constitution sur laquelle M. Bazoum a prêté serment est suspendue. Donc, de facto, il n'a plus de légitimité. Parce qu'on est dans un état de fait. Enfin, ben, ce que continue de réaffirmer ces partisans, c'est que Bazoum n'a pas encore démissionné. Il n'y a aucune portée d'un point de vue juridique. Puisque les juristes ont porté leur casquette, les juristes, je vais porter ma casquette d'analyse des discours. Allez, c'est porte sa casquette. C'est ça qui porte sa casquette. Ça symbolise. Il y a ce qu'on appelle les énoncés performatifs. C'est-à-dire, ce sont des énoncés qui produisent des actes dès lors qu'on les prononce. Pour le cas du président Ibeka, lorsqu'il affirme à la télévision qu'il quitte ses fonctions, toutes ses fonctions, et avec toutes les conséquences qui vont avec, après ça peut être sous contrainte ou pas, mais dès lors qu'il prononce ça, ça produit des actes. Donc pour moi, ça peut être considéré comme une démission. Que nous, on a une liberté de consentement. Là, j'ai une question. Je reviens au cas du Niger. Effectivement, le fait que Bazoum n'a pas démissionné, d'ailleurs, on l'avait dit, on avait peut-être prévu une certaine libération, une éventuelle libération, tout ça. Mais en réalité, pourquoi lors des assises, on n'a pas eu de résolution par rapport à cela? Parce que si on libère Bazoum dans cet état, alors qu'il n'a pas démissionné,
quand on le libère comme ça, il peut toujours se prévaloir d'être le président légitime du Niger. Donc, je pense que mais juridiquement, il n'a aucun fondement. Parce que la Constitution... Moi, j'ai une question. Ben laissait quand même en droit constitutionnel. Lorsque le président démissionne, on appelle ça l'intérim constitutionnel. Je reviens sur le cas du Mali. J'étais clair, c'était ma ligne juridique, légaliste. Ibeka n'a pas démissionné. Personne ne peut défendre, aucun juriste malien peut défendre sur la ligne qu'Ibeka a démissionné. Je m'explique. Lorsque il y a l'impossibilité de l'intérim constitutionnel, comme Ben il a dit, nous ne sommes plus dans l'ordre constitutionnel. Ateta a démissionné alors en 2012, Ateta a démissionné. Ateta n'a pas démissionné, c'était un coup d'État. Ça l'aura suspendu à l'époque. Il y avait une constitution. Quand ça l'aura avait dit, tout le monde a accès à ça. Ça l'aura avait rédigé une constitution, des transitions. Donc vous ne pouvez pas me parler de la démission. Parce que lorsqu'il y a une démission, c'est quoi? Non, attends, ça on avait retourné. Attends, je vais revenir. Ça c'est quelque chose que, vraiment... Non, pourquoi lorsque la CEDEAO avait contraint le Mali, on a fait un retour à l'ordre constitutionnel d'une manière de légaliser la démission d'Amadou Toumani. A été légalisé. C'est pas la même portée avec le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta. Attention. Le cas de Bazoum aujourd'hui. D'être président, si comme Brahima le dit, non mais sur le libère. Le cas de Bazoum, on a une juxtaposition de faits politiques. Politico-juridique. Voilà. Maintenant, il faut solder les acquis. Soit le gars, il passe devant une cour qui l'accuse et puis on judiciarise l'affaire ou on arrive vers une libération avec un compromis politique maintenant dans le cadre d'une charte. Donc, mais on ne peut pas rester en une suspension entre deux faits et le danger ne se pose plus politiquement. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même que le Niger gère avec beaucoup plus de prouesse et de dextérité cette question-là pour que l'affaire Bazoum ne laisse plus sur un pendant sur Bazoum est détenu arbitrairement qu'il faut reconnaître aujourd'hui, soit... Ça, c'est une position juridique, mais juridiquement... c'est un aspect politique aussi. Une dernière question, super monsieur, importante pour moi, la reconnaissance de l'islam comme religion majoritaire de l'État, ça fait partie de ces résolutions. C'était important de clarifier les choses dans ce pays. Là, on connaît la majorité musulmane aujourd'hui. Oui, mais en réalité, les caractères, moi je pense que moi je ne suis pas choqué parce qu'en réalité, les caractères laïques de l'État, c'est purement une inspiration du colonialisme de la France. Sinon, on sait quand même que dans ces États, quand même, il y a une religion majoritaire. Je ne suis pas choqué parce qu'on a la République islamique de la Mauritanie. Je ne serai pas choqué lorsqu'on va appeler la République islamique du Niger. Je ne serai pas choqué ou qu'on applique la République islamique du Mali. Donc pour moi, c'était quelque chose. Si les revendications, comme Birama disait, si les assises nationales, tout le peuple malien, une grande majorité du Nigérien pense qu'il faut qu'on constitutionnalise la religion de l'État qui sera la religion musulmane ou islamique, je ne suis pas choqué. Bon, je ne vois pas trop la pertinence de cette proposition dans la mesure où on n'a pas constaté au Niger une certaine fluctuation religieuse entre différents courants religieux. Donc, de là à affirmer cela, je ne vois pas dans quel but précisément. Est-ce qu'au final aussi, c'est un signe qu'on envoie finalement aux terroristes, aux djihadistes pour des revendications comme ça dans le but d'apaiser, pourquoi pas? Peut-être dans ce sens-là, oui. Samuel. Le Niger a su bien résorber la crise identitaire, la rébellion, il l'a très bien géré. Je crois que c'est plutôt un signal vers les mouvements irrédentistes pour stopper. Mais ça ne suffira peut-être pas. Il faudrait aussi permettre aux autres religions d'exister et une cohabitation saine entre les différentes religions au sein du Niger. Alors, le thème, c'est religion majoritaire. D'un point de vue juridique, ce n'est pas pour dire qu'on rentre dans une république islamique. Dans les recommandations, d'ailleurs, la laïcité est reconnue, hein, même si on a consacré... C'est juste on a fait de l'islam une religion d'État, tout simplement. Enfin, religion pas d'État, une religion majoritaire. Mais ça dit quoi? Mais je pense que c'est un jeu de mots. C'est plus lié, en fait, au-delà des considérations liées à la sécurité, etc., c'est plus lié, en fait, à la culture. Voilà. Je pense que c'est ça. Parce que ces pays, vous l'avez dit, sont des pays qui sont déjà connus majoritairement musulmans. Donc, le constitutionnaliser, c'est peut-être pour encadrer un peu un certain nombre de choses, pour dire en fait au monde, envoyer un message fort au monde que voilà, nous, notre culture est majoritairement celle-là. Voilà. Je pense que c'est plutôt lié à tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.